près du micro. Philippe, il m'a entraîné dans une autre formule cette année pour la présentation et j'espère qu'on va avoir du fun. J'espère que je ne bafouillerai pas trop souvent, mais ça c'est garanti, il va en avoir au moins quelques moments comme ça. Comme je suis assez d'habitude, spécialiste dans ça. Ok, comme ça. Vous me connaissez comme ça. All right. Et puis, j'espère que vous vous prêterez à ce jeu de ces questions qu'on va se poser. En fait, ce qu'on a envie de livrer, c'est aussi des matières qu'on ne trouve pas nécessairement sur un site Internet, mais une parole des artisans sur leur travail. Donc, je vais essayer de fouiller dans ce point-là. Puis pour toutes les descriptions très usuelles, on a un super beau site Internet qui est lancé aujourd'hui, qui a été fait par Principal, qui sont ici ce soir. Vous aurez l'occasion de rencontrer plus tard. Hey, je commence à plus voir personne. Oh, j'aime ça voir les gens. Mettez-moi un petit peu plus. OK, au moins ça, parce que j'ai besoin de m'adresser à vous, puis vous n'êtes pas comme des spectateurs, vous êtes des amis aujourd'hui. Donc, je vais commencer, j'ai écrit, d'ailleurs, Angela m'a déjà dit, quand même, tu devrais écrire tes textes. Mais c'était de façon très sympathique, j'ai essayé de faire ça, puis je vais sauter, je vais passer à côté, je vais revenir. Je me lance, OK? Je mets mes lunettes. Alors, chers collègues, acteurs, actrices, conceptrice, auteur, technicienne, diffuseur, musicienne, vidéaste, chers spectateurs, spectatrices, membres du CA, chers partenaires financiers, partenaires culturels, cher Stephen Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien qui nous visite aujourd'hui, merci d'avoir répondu à cette invitation. Pour toute l'équipe du Prospero, pour moi et pour Philippe Cyr, c'était vraiment important pour nous de se retrouver dans cette salle, malgré les complications qui perdurent, afin de célébrer ce retour au spectacle avec une saison théâtrale puissante, je pense, à plusieurs points de vue. Et aussi, il était nécessaire pour nous de retrouver le contact avec des abonnés, qui sont nombreux ce soir parmi nous, et que nous avons abandonnés bien malgré nous pendant une longue année. Merci d'être là. Bon, après la représentation, et habituellement, vous savez, ceux qui viennent au lancement, on a toujours une petite fête ensemble, on célèbre, on mange plus, on boit un verre. C'est pas possible de le faire maintenant avec autant de personnes parce qu'il y a trop de directives sanitaires. On ne peut pas faire ça. On aurait aimé, mais c'est pourquoi nous avons, à l'entrée, on vous a fait ce clin d'œil en vous offrant un petit sac rempli de notre amitié et de notre reconnaissance d'être venus. Merci d'être là. Alors, c'est avec un cœur serein et heureux que je vous accueille aujourd'hui pour vous présenter la programmation 21-22, la dernière année de mon cycle de direction. Ce moment revêt évidemment un caractère doublement particulier, parce que, en parallèle de la fin de mon directorat, se dessine une autre aventure pour le Prospero et la compagnie qui l'a mise au monde et animée depuis plusieurs décennies. Et je ne préciserai pas le nombre des années parce que, comme le dit souvent Gabriel Arcan, ce chiffre me fait peur, je ne veux pas le voir, c'est trop long, c'est trop immense, et puis c'est qu'il y a tellement de choses derrière toutes ces années passées ici, et il y aura un moment pendant la saison où on reviendra là-dessus, on en parlera et on célébrera ça. Aujourd'hui, c'est le temps du présent. On n'est pas dans le passé. C'est pourquoi, bon, je reviens à mon texte, moi je l'ai lâché. Aujourd'hui, on se consacre au présent et aux rencontres entre les œuvres et les publics qui vont reprendre bientôt dans quelques semaines. Cette programmation se présente comme une synthèse des trajectoires que j'ai empruntées au cours des dernières années. C'est comme un portrait, c'est comme un miroir des actions que j'ai menées, des décisions que j'ai prises et des intuitions que j'ai suivies, des rencontres avec des artisans, amis et fidèles et aimés. La programmation de cette année, je trouve, j'en ai pas assez, c'est trop long, elle est résumée. Elle propose des œuvres désirées pleinement. Elle rend compte de la complexité, de la beauté et de la cruauté de notre époque. Elle fait voir le poids de nos gestes, de nos passions, parce qu'elles ont un poids aussi, ces passions, elles nous coûtent cher, parfois, souvent. Le poids de nos vulnérabilités. Elle dévoile souvent les jeux éprouvants de l'amour et des relations de pouvoir qui s'y exercent. Rien de nouveau, vous allez dire. C'est vrai, on parle de ça tout le temps.
Mais chaque époque présente un éventail nouveau de ces jeux dans les relations humaines. Et la nôtre, notre époque, elle en recèle beaucoup de nouvelles. Les sujets délicats y sont traités, assumés. Ils ne seront pas évités. Page 3. Les œuvres que vous aurez l'occasion de voir portent les traces de ce qui leur a donné naissance, les traces des parcours empruntés, leur fulgurance, leurs écueils. Les derniers mois de la pandémie nous ont obligés à avoir recours à toutes nos forces et à toutes nos astuces pour réaliser des travaux de création ensemble. Mais on y est parvenu. Pour la veillée, c'est une saison exceptionnelle car nous présenterons 4 productions en compagnie de 4 compagnies canadiennes, québécoises et françaises. Voilà, oui, et la Salétine retrouvera sa voix, c'est vrai. Il me tarde donc de vous présenter les spectacles et les personnes qui vous en parleront. C'est place au théâtre, Michel, on y va. La saison va commencer avec une édition de Territoire de parole. Voilà, le Territoire de parole, une courte édition qu'on a pu réaliser parce qu'on a eu des nouveaux partenariats. Alors, je vais parler des partenariats plus tard, mais je vais en faire tout de suite parce que je vais les oublier. Alors, c'est avec 2 spectacles qui seront présentés, 2 laboratoires plutôt, qui vont être présentés dans le cadre du Festival international de la littérature dont le lancement était hier et qui sont ici aujourd'hui. Bonjour Michel. Et aussi, il va y avoir un acuteux, que je reviendrai là-dessus tantôt, qui est aussi présenté dans le cadre de ce festival et dans le cadre donc de Territoire. C'est un partenariat désiré entre nous deux. Alors j'invite Catherine Deléan, que j'ai découvert cette année parce que on s'est vu tellement souvent, elle est venue répéter dans le prochain spectacle, puis elle est venue me rencontrer un jour, elle m'a dit qu'elle avait un texte formidable de Svetlana Alexievitch. Ouais. Voilà, je laisse la place. Je vais mettre quelque part. Tu vois, on va être 3. Okay. Donc, on va se séparer ça comme ça. Quand je suis là, je peux enlever, moi. Oui. Ah, belle. Oh, oui, c'est belle. Alors, elle est venue me voir, elle avait envie de se lancer dans une direction du jeu. Elle m'a fait lire ses textes, vraiment, dont tu pourras parler tantôt, formidables. Alors, je dis juste une phrase. C'est une incursion privilégiée au cœur de l'intime dans des récits réels qui surpassent en romantisme et en extravagance toutes les fictions. OK? Alors, je te connais très bien, puis là, je vais pouvoir continuer parce qu'on va faire quelque chose plutôt à 3, n'est-ce pas? OK. Donc, ça va être alors, j'invite Mélanie Demers. Mélanie, qui elle aussi a commencé un projet dans le cadre de Territoire de parole de l'année passée, mais qu'on n'a pas pu présenter au public. Et ce projet, encore là, tellement formidable, magnifique, qu'on a voulu poursuivre la présentation. Et là, c'est Francine Bernier et Carmen qui se sont parlé, qui ont dit « Oui, on a envie de faire quelque chose ensemble. C'est la première fois qu'on a une collaboration avec l'Agora de la danse. Après toutes ces années, Francine, ah mon Dieu, t'es aussi d'une génération comme la mienne qui a tenu la barre de la danse au Québec. Donc, bravo à toi aussi, bravo Michel. Bonjour, on aura l'occasion de se voir très bientôt, on va se parler. Absolument. Alors, mais je vais nommer juste un petit peu ton spectacle, comment tu l'as nommé, Le Cabaret Noir, est à la fois une grande célébration autour du concept de la négritude et un espace pour ne pas se laisser encapsuler par la construction limitée de la noircité et de la sombritude. C'était tes mots. Des mots inventés, je pense. Mais c'est ça, on va essayer de les inventer parce que ça dit bien ce que ça dit. Ça dit bien ça.
Ensuite, j'invite Philippe Gauthier, qui est metteur en scène de L'âge du consentement, de l'auteur Peter Morris, une traduction de théâtre de la pièce cassée. L'âge du consentement se compose de 2 monologues issus de faits réels, et dans cette pièce, on donne voix à des jeunesses perdues. La pièce est conçue comme un examen moral sur ce que la société contemporaine a fait aux enfants. J'aurais aimé aussi vous présenter Soleil Launière pour vous parler elle-même de son texte Acuteux, son premier texte dramaturgique, qu'elle a travaillé aussi dans le cadre du Territoire de parole l'année passée et qui est présenté, comme j'ai dit tantôt, au fil. Et elle est à l'extérieur de Montréal. Mais c'est un premier texte qui est mis en corps et en mouvement par la performeuse Inou, Soleil Launière elle-même. Ce que je peux dire très brièvement, c'est que Soleil est une Inou, mais elle a une apparence de blanche comme moi et vous. Et elle dit qu'elle fait un peu le témoignage de qu'est-ce que c'est être dans une demi-position par rapport à être perçu par sa communauté, mais perçu dans l'autre, et entendre de chacun des propos sur l'un et l'autre qui sont différents. Et elle se considère au centre de ça, et c'est une position très inconfortable. D'ailleurs, pendant le spectacle, elle se pend comme ça par en dessous. Ah bon, elle n'est pas là, c'est ça. C'est une position dans laquelle elle a travaillé ce spectacle. Elle ne pourra pas être ici ce soir, mais je vous invite à aller voir son travail. Bon, alors on commence. Ça, c'est nouveau, cette partie-là. J'espère que ça va aller bien. C'est moi qui... aidez-moi. Alors, écoutez, c'est parce que j'aurais aimé d'abord commencer avec vous deux, parce que juste que tu me dises aussi, Catherine, et ensuite Mélanie, quand vous avez été invitée, et toi, c'est toi qui m'as proposé, ça, je me souviens. Qu'est-ce qui est à l'origine de décider de faire, pour toi, de faire le trajet avec des membres uniquement de la communauté artistique noire? C'était la première fois, pour elle aussi. J'aimerais que tu m'en parles, comment tu as traité cette matière-là. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire, de sauter de l'autre côté et d'aller faire de la mise en scène, de la direction d'acteur? C'est juste arrivé, j'ai découvert la fin de L'Homme Rouge de Svetlana Alexievitch, puis ça m'apparaissait tellement théâtral dans la façon... Parce que Svetlana Alexievitch, pour ceux qui ne savent pas qui c'est une journaliste littéraire, je pourrais dire, elle a parcouru l'ex-Union soviétique, puis elle a ramassé avec son enregistreuse des centaines de témoignages pendant plus d'une décennie pour essayer de raconter l'histoire autour de différents sujets. Mais, donc, par exemple, elle a publié un livre sur l'histoire de Tchernobyl, mais c'est tous les humains qui racontent la grande histoire. C'est ça sa position. C'est ça son angle. J'ai dit, waouh! Elle dit, parce qu'elle dit, un être humain, en réalité, c'est là que tout se passe. Puis je me dis, mais c'est tellement théâtral, parce que c'est ça qu'on a au théâtre, on a ça à l'intérieur d'un acteur, puis moi, étant actrice, je me dis, mais quel défi aussi d'avoir à incarner tout un témoignage qui raconte... parce que le livre avec lequel je suis tombée en amour, en fait, ça raconte la fin de l'Union soviétique, la chute de l'Empire. Donc, on a 10 témoignages de avant la chute du régime et 10 témoignages de après. Et moi, j'ai fait une adaptation et pour qu'on ait accès à ces voix-là, pour qu'elles nous soient racontées. Et toi, Mélanie, sur Cabaret Noir, en fait, c'est intéressant. Je trouve que c'est la belle rencontre entre une direction artistique puis un artiste parce que l'impulsion est venue de toi. Donc, j'ai eu cette invitation-là pour venir explorer dans le cadre de Territoire de parole en 2 semaines. Je ne sais pas comment tu m'as invité, mais tu m'as dit il y a George Floyd, il y a tout ça. Je ne sais pas comment mon théâtre peut répondre à ça. Oui, c'est ça. Donc, c'était vraiment comme la porte d'entrée. Et je trouvais que c'était quand même un gros contrat à me donner. Et ceci dit, j'ai trouvé ta posture très humble en disant je pense que le Théâtre Prospero a quelque chose à faire, à dire, à s'ouvrir. Puis j'ai pris la balle au bon, puis j'ai créé cette espèce de laboratoire de pensée, de parole avec 5 autres personnes afrodescendantes. Et puis, on s'est posé des questions autour de la représentation, autour de la place du corps noir dans l'espace public, sur la place du corps noir dans l'espace artistique,
sur l'espèce d'encapsulisation qu'on est comme un peu toujours, enfermé, emprisonné par ce corps, par cette identité. En même temps, c'est comme, étant chorégraphe, le corps, pour moi, c'est aussi un espace de liberté incroyable. Donc, j'avais envie de questionner ça. Je travaille avec Anglèche Major, Florence Blaimbay, Stacy Desilliers, Paul Chambers et puis Vlad Alexis, qui sont vraiment comme des performeurs extraordinaires. Et puis, j'utilise aussi... et puis moi aussi, même moi, je suis sur scène. Et puis, j'utilise cet espace, en fait, pour questionner la construction de l'identité noire. Est-ce que c'est même un fantasme? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que c'est quelque chose qui nous est imposé? Alors, on questionne à partir de la Doualé de Passepartout jusqu'à la représentation de Othello. On va de Lancer Compte de Régent Tremblay, qui m'a traumatisée quand j'avais 12 ans, jusqu'à Michael Jackson, par exemple. Comment on parle de cette... Tout ça, pour moi, c'est la construction de ma noircité, ma sombritude. Puis on essaie de questionner ça ensemble, puis de questionner ça avec le public. Moi, j'ajouterais que cette édition-là particulière, parce que tout l'automne dernier a été consacré à 6 laboratoires, et ce n'était pas la première édition, hein, c'était la 4e, je pense. Ça montrait l'importance d'avoir un espace pour les créateurs, pour travailler en dehors du système de production, et d'explorer des choses, que ça aboutisse comme toi ou comme toi, ça va aller probablement vers des représentations, c'est bien, mais c'est pas le but. Puis le but, c'est d'avoir un espace où on peut prendre un recul, puis on peut aller se tromper, essayer, se tromper, revenir, recommencer et avancer. Et ça, c'est nécessaire, il faut maintenir, je ne donne pas de direction à la prochaine, mais pour moi, ça s'est avéré que c'était un champ. Un champ, bonjour, excuse-moi. Tu l'as dit, j'étais pour faire des erreurs. OK. Alors, voilà, je trouve que ça a tout son poids, qu'on voit dans les projets qui vont naître de ça, comment c'est important. Alors, merci, puis je vais demander quand même à Philippe, qui n'est pas dans ce territoire-là, mais non. Toi, tu es dans un autre territoire, c'est ta première mise en scène. Oui, à la salle intime, c'est la première, oui. Oui, mais alors, qu'est-ce qui t'a fait choisir de traiter de ce sujet qui parle de problématiques? En fait, il y a comme un engagement social derrière cette volonté de traiter de ces deux faits vécus. En fait, Philippe Maurice aussi avait cette intention de soulever cette chose-là et de défendre un peu l'espace de l'enfance, de protéger l'espace de l'enfance. Oui, au début, j'avais lu cette pièce-là, ça fait très longtemps, puis je trouvais que c'était une pièce qui était forte, qui était bonne, j'avais envie de la monter, mais je ne savais pas pourquoi je la montrais, puis je trouvais pas l'urgence de dire cette pièce-là, ici, maintenant. Puis à un moment donné est arrivée la tragédie qu'on connaît de la fillette de Granby, puis après ça, s'en est suivi la commission Laurent, puis je me suis dit... Il y a quelque chose qui se passe là, parce que les ex-enfants de la TPJ qui sont venus témoigner à la commission, les mots, les paroles qu'ils utilisaient, c'est sensiblement ce qu'on retrouve dans le texte. Puis là, je me suis dit, il y a quelque chose si cet auteur-là qui écrit la pièce en 2002 au Royaume-Uni, puis on retrouve les mots de l'auteur dans la bouche de gens qui viennent témoigner à la commission. Je me suis dit, il y a quelque chose qui traverse les territoires, traverse les cultures, puis qui est universel. Fait que j'avais envie de faire résonner ça la première fois que j'ai soumis la pièce. Mais là, est arrivée la pandémie et tout, fait que la commission a eu le temps de se passer, ça a été déposé. Mais le sujet est encore important. Mais c'est ça, fait que j'ai encore aujourd'hui envie de la monter juste pour faire résonner cette parole-là, la parole des jeunes qui prennent parole, puis qu'elle n'est pas mise de côté, puis que souvent, c'est peut-être les premiers à écoper parce qu'ils ont... C'est ça, l'âge consentement, ils n'ont pas nécessairement le choix. Fait que, pour moi, l'âge consentement, c'était 2 choses. C'était une date qui est bien arbitraire, puis c'est la société qui vous dit une journée vous êtes mineur, puis la suivante vous êtes majeur. Puis ça a des répercussions assez directes, en tout cas pour un personnage dans la pièce qui est en centre jeunesse. Puis tout d'un coup, il y a une vie qui est très structurée, millimétrée de très près, puis du jour au lendemain, on lui dit là tes sacs, là tes valises, puis bonne chance. Fait que c'est un peu ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait de la liberté on pourra quand on a jamais la gérer. Je te coupe, mais on vient de revoir ce spectacle, on pourra lire cette pièce, qui était surtout d'amorcer maintenant un premier contact avec les publics. On pourra aussi aller voir sur les sites pour compléter des informations.
Alors, je te souhaite un bon succès. J'espère que la salle intime va réouvrir avec une jauge raisonnable. On attend toujours les dernières... On reviendra ça sur ce passeport. C'est comme toujours la chose dans les jambes. C'est toujours... On n'est pas encore dans un chemin libre. Ça va venir. Alors, merci. Merci. Peut-être que j'accélère. Philippe, si tu me fais un signe à un moment donné, si tu me dis, hey, ça prend un petit peu de temps. Alors, j'invite maintenant notre, oh mon Dieu, affectueuse. Je l'ai vue travailler tellement fort dans les derniers mois à Montréal. On a commencé les répétitions pendant que Roland Oza était à Paris. On a mis tout un système en place pour qu'elle puisse répéter, parce que Roland ne pouvait pas venir au Québec. Ils ont travaillé pendant 1 mois devant des télés, mais avec toute l'équipe de concepteurs dans la salle, Cédric, quelqu'un au son, quelqu'un qui envoyait des images à Roland dans son studio, et elle a passé à travers. Puis elle était toute seule. Elle avait un texte immense comme ça, et elle a passé à travers, puis on s'est rendu jusqu'à un enchaînement, et je lui dis encore bravo. Tu m'as vraiment impressionnée, donc je t'invite, Sophie Deloret, à venir. J'invite Sophie Cadieux. Est-ce qu'elle est arrivée, Sophie? Ah! J'espère que tu t'es pas fait mal en vélo. Elle arrive direct en vélo de l'est de la ville de Montréal. Oui, je sais. Ah, que c'est bien. Je suis charmante que tu sois là. Merci, mon Dieu. Alors, interprète solo. Donc, c'est 2 soloistes qui, elle, va interpréter 4.45 Psychose de Sarah Kane dans une relecture de Florence Hillot, coproduction de Les Songes Turbulents. Ce spectacle a d'abord été créé à La Chapelle, puis en tournée en France. La comédienne irradie dans cet intense monologue écrit par la Britannique Sarah Kane. C'est Libération qui s'est exprimée ainsi suite à ton passage à Paris. J'invite donc maintenant Émilie Lapointe, Émilie Lajoie, une jeune autrice, une actrice. Bonjour. Alors, Émilie a écrit un spectacle qui s'appelle Notre petite mort. La pièce pose la question délicate de la maternité comme accomplissement ultime des femmes. Et voilà, on peut commencer maintenant notre échange. Écoutez, si vous avez des questions à poser l'une à l'autre, s'il vous plaît, faites-le. Mais alors, moi, je commencerai aussi par vous deux. Ah, mais non, il y a quelqu'un que je ne vous ai pas présenté. Ah, c'est vrai, c'est parce qu'il ne peut pas être ici. Ah, c'est le temps de... On va à l'autre. C'est le fils de sa mère. Mais j'ai une surprise pour vous. Julien Storini sera peut-être avec nous dans quelques secondes. Mais pour le moment, je l'attends. Il est ici. On va se parler. J'espère que ça va marcher, ça aussi. On verra. J'aimerais surtout que vous deux, vous nous parliez, chacun à votre manière, qu'est-ce que ça représente de faire un travail en solo sur des textes quand même qui sont assez costauds, hein? Longs même. En tout cas, dans ton cas, c'est-à-dire, je ne me souviens plus, ça dure combien de temps pour toi? Moi, c'est environ 1h05, 1h10. 1h05. Ici, on est dans presque 2 heures, je ne sais pas. Et peu importe la longueur, ça reste qu'on porte sur les épaules un spectacle. Et quelle sorte de relation vous avez avec un metteur en scène pendant tout ce parcours-là? Ben c'est drôle, j'ai envie de dire, parce que ça me touche que Sophie soit là. Ben moi, généralement, ça m'arrive souvent d'appeler Sophie Cadieux, en général dans ma vie. Puis avec ce projet-là, j'ai appelé Sophie. Absolument. On a regardé les horaires, on a parlé de ça. J'ai dit, c'est possible, vas-y, c'est une rencontre avec soi, avec le public. Okay. Puis, mais moi, j'ai eu la chance de voir Sophie faire la lecture à Territoire de parole. Il y a 2 ans. 2 ans, puis, il y avait déjà toute cette étincelle du parcours du combattant. C'est vraiment, je pense que c'est ça qui est, c'est à la fois si simple de voir un humain devant soi, et à la fois, c'est comme ça devient quelque chose qui est héroïque de partager une vulnérabilité et aussi quelqu'un qui se déploie pendant autant de temps avec de la force, de la vulnérabilité. Tu sais, c'est un parcours vraiment, je pense, à recevoir puis à vivre qui est extrêmement complexe et vivifiant. Ah oui. Alors, Sophie, est-ce que tu as une question à poser à Sophie? Comment ça se passe? J'ai 44 ans aujourd'hui. La vieille sage! Ben
moi, j'ai pas encore vu. Je jouais en même temps que toi quand tu l'as joué ici, fait que je l'ai pas encore vu, mais j'ai vraiment hâte de le voir. Puis sinon, ben oui, j'ai plein de questions, mais des questions plus intimes. Sur comment on parcourt un monologue et tout ça. Mais Sophie, pour moi, est une inspiration en général. Mais voilà. Mais d'avoir travaillé comme tu l'as fait avec un rôle à distance, parce que moi, j'allais dire que, pour moi, ça a été une expérience aussi très intime de passer de la salle de répétition avec Florent, qui est comme Florencio, le metteur en scène, qui te couvre et qui, dans le fond, tu transmets aussi sa vision du texte. On devient une courroie de quelque chose et c'est tellement intime. Il y a une personne qui te valorise et te regarde avant de te lancer comme dans l'arène de beauté qui est le public. Mais là, de faire ça à distance, ça doit être débile. Comment ça c'était particulier. Mais je dirais que c'est un texte qui est tellement intime puis qui est une partition, c'est magnifique, c'est création de Fabrice Melchior. C'est vraiment un texte très, très, très sensible, puis quelque chose à parcourir, mais donc c'est un texte qui demande beaucoup d'intimité, puis c'était particulier comment je l'ai travaillé, parce que les concepteurs étaient toujours dans la salle, j'étais déjà dans le décor, donc je ne l'ai pas travaillé en intimité, je l'ai travaillé devant tout le monde. Oui, puis avec des caméras, puis zoom, puis c'est ça, c'était quelque chose, mais en même temps, je suis très heureuse de l'avoir fait parce qu'on dirait que ça fait un laboratoire. Puis là, je peux reprendre cette matière et ce travail-là, puis on va le travailler en intimité maintenant avec Roland. J'ai hâte qu'il revienne à Montréal. Puis ça va donner ce que le spectacle sera, mais c'était quelque chose c'était vraiment un défi pour moi c'est quand même 40... Ça demandait, je ne vais pas vanter, mais ça demandait du courage. C'est une œuvre de Melchior qui s'appelle The $1 Story, et ça se passe aux États-Unis, donc ça prenait une actrice québécoise pour le faire. Et elle fait un road trip à travers tous les États-Unis, elle est à quête de vérité sur l'origine de ses parents, et tout ça est enveloppé, en tout cas c'est enveloppé des musiques de Leonard Cohen, et ça fait appel aux héros d'une époque de la Beat Generation, de cette époque-là. C'est juste pour remettre le contexte un petit peu. Puis j'irai vers Émilie. Bonjour. Alors, est-ce que c'est un premier texte pour toi? Et puis je sais que tu pourras peut-être même discuter avec ta metteur en scène qui est ici présente, Sophie. Parce que moi aussi j'ai appelé Sophie. Tout le monde appelle Sophie. En fait, oui, Notre Petite Mort, c'est mon premier texte. J'avais envie d'aborder le deuil de la maternité, en fait. Donc, toutes ces choses qu'on prend pour acquis depuis toujours, que quand une femme veut être mère et que ça n'arrivera jamais, j'aborde le deuil de ça. On rentre dans l'intimité du couple. Et la salle intime était parfaite pour ça, parce qu'on rentre dans leur lit, dans leur famille, avec la belle-mère du conjoint, et quand j'ai appelé Sophie, ça va bien. Oui, je trouvais que c'était une parole qui était très unique. On parle souvent de la maternité, de la performance de la maternité, puis on oublie dans cette performance de la maternité, la non-maternité, de réussir à avoir des enfants quand c'est quelque chose qui souvent on nous inculque d'une certaine façon depuis l'enfance comme un accomplissement de femme, comme la source souche du bonheur et de l'accomplissement. Et comme, regarde ça, si c'est beau. Oui, tu vois, c'est ça. La file. Une soirée. Et Émilie traitait du sujet, je trouvais, de façon très sans phare. Et je me disais, nous, on s'est rencontrés au Conservatoire dramatique, puis j'étais comme, OK, je vais t'aider à ce que ça arrive, puis que cette parole-là soit entendue. Oui. Et vous avez remarqué qu'effectivement, ici, il y a toujours les mélanges des générations et les mélanges des expériences aussi. Des grandes expériences, des plus longues, des plus profondes, des nouvelles. Et c'est important, ça fait partie de la vitalité d'un théâtre, de pouvoir accueillir tout ce monde-là à différentes étapes de leur travail. Je te souhaite le meilleur. Merci. Émilie, bienvenue. Et puis là, je vais faire... Vous savez, il y a un autre créateur qui est pas... Oh mon Dieu, j'espère que ça va marcher. C'est un peu casse-cou. Qu'est-ce que je vais marquer ici? J'ai un petit texte à vous lire, très bref. Où est-ce qu'il est? Peut-être que je ne l'ai pas. Peut-être que je vais vous raconter. C'est tellement une histoire folle. C'est que Julien a écrit un texte à partir d'une expérience familiale. Puis pendant ce temps-là, je vais l'appeler. Puis pourquoi je l'appelle? C'est pas pour l'avoir en virtuel, c'est parce que ça correspond à une étape de son travail. C'est un gars qui est plongé dans la... Quand j'ai vu le spectacle, je trouvais ça fou. Je me suis dit, mais
je ne vais pas le voir se craquer, se tomber, parce que c'était tellement fragile avec quoi il travaillait. Il parlait avec des téléphones, à des personnes qui n'avaient pas été averties, qui seraient téléphonées parce qu'il y avait besoin de quelque chose. Il va vous raconter l'histoire. Puis on est tous là, puis on fait non, 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 on peut se cacher. Et c'était tellement courageux. Puis il a réussi un pari. Il avait vraiment fait quelque chose avec une histoire personnelle. Donc là, je vais vraiment essayer de l'appeler. Je vais dans mes récents. Julien Storini. Julien, j'espère que ça va marcher. Si ça ne marche pas, on va continuer. C'est pas... Il est sympathique surtout. Vous allez voir, très sympathique. Alors, dans le spectacle, il a enregistré beaucoup de messages de ses parents. C'est quelqu'un qui a immigré au Québec. Mais ses parents sont âgés, vivent dans le sud de la France, et ils sont dépourvus, ils ont besoin d'aide. Alors, il lui appelle, il lui laisse des messages de 4 minutes sur le répondeur, dans lesquels ils lui font sentir assez beaucoup de culpabilité sur le fait, tu sais, on est vieux, hein, puis ils ont l'accent du sud dans ça, donc on t'attend, on sait que tu es au Québec, tu sais, mais... Et puis, c'est une série, c'est très culpabilisant, et ça infantilise l'enfant. Donc, il a pris... Oups là là, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on va continuer. Je vais juste terminer que dans le spectacle, les parents lui demandent, tiens Julien, ok, c'était rappelé, merde, je vais rappeler, mais les parents demandent qu'on en a des problèmes avec notre système téléphonique, est-ce que tu peux appeler quelqu'un pour le service, pour leur dire qu'on est vieux, on ne sait pas comment ça marche, tout ça. Donc, pendant le spectacle, il appelle une compagnie au Québec avec qui il dit qu'il essaie d'aider ses parents et il essaie, puis la personne l'écoute. Parfois, on se demandait, mais quelqu'un va lui dire, mais vous êtes complètement stupide, c'est une affaire, que c'est ça, c'est bien fou ce que vous dites, on va raccrocher. Eh bien, il tient les gens dans la salle parce qu'il partage tout ça avec eux et il tient son téléphone et il passe à travers un spectacle dans le danger total. Ben Julien, il va falloir qu'on se quitte, c'est très dommage. Ça ne marche pas. On a essayé tantôt, ça marchait. Ah, Julien! Carmen? Oui. Julien, j'ai raconté l'histoire. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui. J'ai raconté l'histoire. Ok, tu m'entends? Voilà, ok, alors je te mets. Le plus important, c'est que toi, tu m'entendes. Oui. Oui, moi je t'entends et le public, on t'entend. Mais vous voyez, vous êtes aussi mal à l'aise que moi parce que je me demande si ça vous ennuie, tout ça, mais comme lui dans le spectacle et comme moi quand j'étais spectateur dans la salle, ça me faisait le même effet. Alors, il va falloir qu'on soit bref parce qu'on a déjà passé quelques minutes, tu sais, parce qu'on a essayé de t'appeler. Julien, est-ce que tu peux juste nous raconter, juste brièvement, tu sais, cette histoire de téléphone, parce que c'est pour ça qu'on le fait en ce moment, c'est parce que c'est un peu dangereux. Donc, je te laisse continuer, OK? Puis je mets ta voix vis-à-vis le micro. Mais c'est pas du tout dangereux. Pourquoi tu dis que c'est dangereux? Ben là. C'est dangereux là-dedans. OK, vas-y. Vas-y. Tu veux que je te parle du spectacle, c'est ça? Ben là, les publics t'écoutent, hein? Alors, salut les gens ici d'abord. Salut les gens, alors salut tout le monde. Tu es en Bretagne. Moi, je suis au-dessus de Bordeaux, je suis devant l'océan. OK, donc là, il faut que tu, très brièvement, tu sais, c'est l'aventure de ton spectacle et aussi le fait que tu le fais sur des bases de messages téléphoniques et puis toi-même, tu fais des téléphones pendant le spectacle. Est-ce que tu peux, je sais pas, juste en parler un peu ici? Pas trop longtemps? OK? Je vais essayer de faire bref, Carmen, d'accord? OK. Je vais essayer d'être concis. Vas-y. Oui, le fils de sa mère, en fait, c'est né d'un truc très simple. En fait, moi, je suis arrivé à Montréal il y a 10 ans. J'ai posé mes valises il y a 10 ans et puis j'ai pris cette habitude d'archiver, en fait, les messages répondeurs que me laissait ma mère. Voilà, j'avais pris l'habitude de tous ces archivés, de quasi tous ces archivés, parce que, sans but précis au départ, mais juste parce qu'ils étaient assez incroyables, en fait, parce que mes parents sont incroyables, ils sont incroyablement fous, ils sont fous d'amour très mal placé, puis ils sont très drôles malgré eux, mais aussi ils peuvent parfois être très méchants et féroces. Et si tu veux, il y a 2 ans, j'étais en train de faire ma vaisselle un soir, et puis j'écoute une succession de messages qui duraient 4 minutes chacun. C'est très long, un message de 4 minutes. J'étais en train de faire ma vaisselle, et puis j'ai halluciné sur les messages que j'entendais, qui étaient ce soir-là affreusement culpabilisateurs
égoïste finalement. Et, oui. Julien, tu sais que j'ai raconté, pendant que je faisais un peu la présentation et on faisait le téléphone, j'ai un peu raconté tout ça. Écoute, je pense qu'on va se donner rendez-vous dans la salle intime dans la saison qui vient. Et je te remercie d'être resté disponible pendant cette soirée. Maintenant, il est à peu près 1 heure, à peu près chez toi. Alors, je te salue. Tout le monde ici aussi te salue et à bientôt. D'accord? À bientôt, d'accord, ok. Bon, venez découvrir la folie de ma mère. Oui, on va aller découvrir la folie de ta mère. Et ta folie à toi aussi, Julien, je trouve. Bye-bye. Oui, bye-bye, salut. Bye! Merci. C'est le dernier groupe, et non pas le moindre. J'invite Angela Conrad, metteur en scène de Platonov, Amour, haine et Angle mort. Elle signe aussi les costumes, collabore à la scéno, instigatrice de la première adaptation. Et notons qu'il y aura une nouvelle traduction de Michel Tremblay pour amorcer cette reprise très attendue à Montréal. Donc là, je n'ai pas fini ma phrase. Bonsoir, Angela. C'était marqué, Angela. Bonsoir tout le monde, ça fait très plaisir de vous voir et de vous revoir. Cette spectaculaire embardée scénique, c'est ainsi que la presse nommait avec raison ton travail. J'invite Christian Lapointe, metteur en scène et aussi traducteur du texte de Martin Krimp, Quand nous nous serons suffisamment torturés, ou 12 variations sur Pamela de Samuel Richardson. Et c'est déjà le titre. Déjà dans le titre, on a toute une histoire, presque. Sa source tient à un roman populaire à succès du 18e siècle et l'actualisation qu'en a fait Krimp, qui s'attarde sur le duel entre les protagonistes et les rapports de domination qui persistent à ce jour dans nos fictions comme dans nos sociétés contemporaines. La pièce ne met pas en scène des enfants de cœur, dit Christian Lapointe. On en reparlera. J'invite Joël Bédos, metteur en scène de Solstice d'hiver, de Roland Chimelfini. Tous ces gens se connaissent, hein? Ils se connaissent bien. Une coproduction avec le Théâtre français de Toronto et La Veillée. Dans ce texte, l'auteur défait et met à nu les mécanismes d'un fascisme étrangement actuel. Et dans Solstice d'hiver, ce fascisme s'émet sans doute dans une société bien pensante, parmi des gens très bien cultivés, et qui ne semblent pas prêts à reconnaître sa réapparition, et sa possible résurgence. Et il y a ici aussi Grégory Glady qui fait partie de la distribution, et Catherine Deléon qui est là. Et j'invite maintenant Gilles Champagne. Tu es là, Gilles? Oui. Metteur en scène de À toi pour Je peux tout dire, un texte de Hugo Turgeon. Ici, moi je vais passer un peu ça. Texte de Hugo Turgeon, À toi, je peux tout dire, s'inspire de l'histoire de 3 femmes qui ont façonné l'imagination de l'auteur depuis son enfance et avec qui il entretenait une relation fusionnelle, dure et aimante. 4 metteurs en scène, des démarches très différentes, 4 personnes aussi qui enseignent dans les universités, donc qui sont responsables du passage vers d'autres générations. Je vais vous demander d'abord à Angela et Christian, puis j'ai une autre question pour vous deux, mais après ça, vous pourrez vous battre entre vous, vous changer entre vous. Dans votre pratique, alors je me lance là-dedans, OK? Que diriez-vous, Angela et Christian, à l'heure où la mise en scène prend une place très très forte dans la création d'un spectacle? Comment vous voyez le rapport entre l'œuvre à servir et vous-même à servir, parce que vous avez des pratiques théâtrales dont vous parlez abondamment et très bien d'ailleurs. Vous êtes capable de nommer votre travail comme pas souvent tant de gens, d'ailleurs aussi vous qui êtes des universitaires le fait, et c'est très utile parce qu'on apprend quelque chose de nommer son travail, c'est important. Mais c'est comme si je vois comme 2 gros personnages, comme 2 forces. L'œuvre
ce qu'elle dit, ce qu'elle mord, le texte, l'auteur, il a mis, bang, ses contenus, et puis le créateur, celui-là, le metteur en scène, qui gagne? Ou alors, quelle est cette relation entre les deux? 3 minutes. Ça dépend... Ou si tu veux me nommer ça autrement, tu sais, c'est que... Oui. Oui, c'est... Tout va bien. Tout va bien. Ça dépend de l'œuvre, ça dépend de l'auteur, mais ce que je comprends dans ta question, c'est comment la mise en scène peut-être propose une écriture scénique qui essaye de révéler dans l'œuvre peut-être quelque chose, en tout cas ce qui me concerne, ce que je cherche, c'est évidemment ce qui le rend universel. C'est pourquoi il a traversé le temps, que ce soit Shakespeare 500 ans, que ce soit Tchekhov 150 ans, etc. C'est de voir d'abord qu'est-ce qui connecte intimement et parfois inconsciemment avec moi-même, ma propre sensibilité, et puis après comment transposer cela pour que ça reste quand même universel et partageable. Ça me paraît très important dans ce sens-là. Il faut aller un peu vite. Oui. Mais voilà, je crois que ce qui m'intéresse, c'est évidemment lire entre les lignes, c'est dépoussiérer aussi les classiques, mais c'est aussi toujours de repérer qu'est-ce qui rend les relations humaines et les rapports des humains envers les uns et les autres et entre eux et le monde, ce qui les rend très complexes et très contradictoires. Et Tchekhov, c'est en ça qu'on l'aime beaucoup, parce que c'est aussi, au moment où il écrit, il devient médecin. Et puis voilà, j'ai monté la série Z sous une forme adaptée, Variation pour une déchéance annoncée, quand je suis arrivée au Québec, parce que j'ai commencé à comprendre cette pièce. Une fois que je suis partie, je me suis déracinée. Et puis je reviens des années après à sa pièce de jeunesse, qui est Platonov, qu'il a écrit à 18 ans d'une certaine manière. Mais c'est quelqu'un qui devient médecin. Et j'ai toujours senti chez Tchekhov une empathie particulière envers les humains, comme un médecin qui n'est pas dans le déni de la mort à venir, mais qui l'accompagne comme il peut dans un soin très particulier aux humains. Et ça m'a toujours touchée, en fait, j'essaye de voir. Mais c'est une pièce cruelle, donc il y aura beaucoup de choses à dire, et je salue la belle équipe qui est là en partie. Moi aussi, je la salue Pascal, aussi. Samuel, Marie-Laurence, puis Stéphanie, c'est très important, évidemment, il y a l'équipe. Oui, il y a l'équipe. Dans ce spectacle, en tout cas tout particulièrement, puis on va aller vers Christian, mais il y a cet esprit de troupe que j'ai trouvé que tu as créé. On ne peut pas le créer pour tous les spectacles, mais quand on a une équipe et puis qu'on a un projet qui permet ça ou qui invite à ça, eh bien, il faut aussi savoir le faire. Puis je trouve que tu le fais, et c'est une des forces de ce spectacle, qu'une équipe produit, crée, offre, s'offre et dépasse un peu même ses propres habitudes. Un peu. Il va, en fait, se permet de toucher à des places, et puis un metteur en scène qui peut lui dire « Ok, non, ça c'est un peu trop, mais non, vas-y, il faut aller encore plus loin, et c'est parfait. » Et ça, je suis enchantée. J'aimais ça. J'aimais ça là-dedans. Et Christian, avec qui on a travaillé ensemble dans d'autres projets, mais là, il y en a un tout spécial que tu es venu me présenter un jour avec une fougue on ne peut pas passer à côté de ça, ça s'est transporté en moi, c'est comme si j'ai bu un peu le verre que tu m'as tendu. Alors, je ne sais pas, c'était pas une bonne question que j'ai posée. Non, mais c'est une bonne question. Je trouve qu'il y a deux monstres qui se rencontrent. Je dis monstres, c'est juste parce que c'est des forces, c'est plus des forces. Hein, puis les forces sont monstrueuses, sont douces, sont tendres, sont toutes les couleurs. Donc, mais c'est là, je le sais, je le sens, je l'ai assez vu dans des spectacles, je l'ai assez vu dans des salles de répétition, ça existe. Alors, je te laisse là-dessus. Moi, je partage cette idée de la question de révéler la trame cachée, hein, qu'il y a une trame qui est cachée dans l'œuvre, puis que cette trame-là, elle est peut-être aussi inconnue de l'autrice ou de l'auteur. Je pense aussi que les gens qui écrivent des œuvres à être montées, elles s'en remettent aussi à des relectrices et des relecteurs. C'est-à-dire que les metteurs en scène, les metteuses en scène sont des gens qui relisent les œuvres. Je ne crois pas, moi, on peut monter une pièce telle qu'elle a été écrite. On est toujours dans un rapport de lecture à une œuvre. Et donc, moi, ce qui m'intéresse au théâtre, c'est la notion de convention. Le théâtre, c'est un art de la convention. Hein? Peut-être certains d'entre vous ont vu ici la pièce Oxygène qu'on avait fait en 2013, où on a inventé un langage avec des gestes, puis après 1 heure, tout le monde en parlait, ce nouveau langage avec des gestes, qu'on ne parlait pas 1 heure avant. Donc, pour moi, cette question du langage qui se fait au temps de la représentation, qu'on ne comprend pas, puis qu'on apprend à lire pendant la représentation, pour moi, ça,
c'est ça pour moi l'art du théâtre. Je ne dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais moi c'est comme ça que je le vis. C'est dans la découverte d'un lexique, d'un alphabet qui est unique à la pièce qu'on monte présentement. Évidemment, les artistes, on écrit en continu, donc on fait œuvre. Donc il y a des jeux de redites avec des pièces qu'on a fait avant, des clins d'œil, des projets de synthèse sur des... Ouais. Bon là, Martin Crimp, moi j'entretiens une relation continue avec cet auteur-là. Ouais. Il est pour moi un des plus grands auteurs de théâtre contemporain. Il écrit une œuvre qui se déploie dans le temps et qui se décline et qui se raffine et qui devient de plus en plus, je dirais, affûtée. C'est pour utiliser les mots de Laure Adler qui fait une entrevue avec lui à France Inter. Elle dit de lui qu'il se tient toujours sur la ligne de crête. Donc dans cette pièce, il pose beaucoup la question d'où cette question de la légitimité de qui fait parler qui, au fond. Hein? Qui peut faire parler qui? Et de toute cette tradition littéraire des hommes qui ont fait parler des femmes. Et là, il met en scène, il fait une réécriture d'un roman épistolaire du 18e siècle où un homme qui était éditeur à l'époque et imprimeur, et donc qui avait une grande couverture, hein, qui avait beaucoup de diffusion, met en scène un récit où un homme qui veut, dans le fond, coucher avec sa servante, un homme qui a de l'argent qui veut coucher avec sa servante, et elle qui lui dit non, l'enferme et lui offre un contrat de mariage. Et elle finit par dire oui. Et à l'époque, au 18e siècle, ça s'appelle Pamela, ou la vertu récompensée. On dit que c'est un roman de mœurs, parce qu'elle est récompensée par un mariage d'avoir dit non. Et ça, c'est un roman harlequin à l'époque. C'est un roman très populaire qui a inspiré beaucoup, entre autres Sade. Les liaisons dangereuses. Oui, Laclos. Et donc, c'est comme un pilier des fondements de notre littérature occidentale, et c'est la normalisation de la culture du viol et du rapt. Et Crimp est très, très, très habile. Il prend ça et il fait une espèce de jeu il démonte, il fait un regard critique, il démonte cet objet en faisant 12 variations autour de ça. Et là, vous savez, au théâtre, on fait ça, on devient souvent des familles. Hein? On crée avec des gens qui, à force de travailler, on devient des amis très proches. Et là, des fois, c'est à l'envers. Là, j'ai 2 interprètes incroyables de qui je suis ami proche depuis longtemps et que là, tout d'un coup, on n'a jamais fait rien ensemble. Et là, tout d'un coup, on dit, on se lance dans cette aventure. Donc, c'est un peu à l'envers. Pour moi, d'habitude, c'est tout l'inverse. On devient amis dans la création. On parle de Céline Bonnier, d'Emmanuel Schwartz. Oui. Et là, on a créé ça dans un temps où on ne sait pas, on va-tu jouer, on va-tu pas jouer, on va-tu jouer, on va-tu pas jouer. À 7 heures, c'est fini avec le couvre-feu. Et je me suis rendu compte que ça n'a aucun sens de faire ce métier quand à 7 heures, c'est fini avec le couvre-feu. Moi, je ne le referai jamais. C'est-à-dire que l'idée qu'il n'y a pas de temps informel et qu'on doit quitter au moment de la fin du travail, il n'y a pas de moment où on prend une bière après, il n'y a pas de moment où on vit l'expérience humaine en dehors de la notion du labeur. Pour moi, tout d'un coup, il y a beaucoup de sens qui se perd parce que cette question du langage, de l'alphabet qui se déploie, qu'on invente, je trouve que c'est souvent à 11 heures le soir, quand on n'est plus en train de travailler, que les idées arrivent. Donc, pour nous, on a la chance de faire cette reprise d'un spectacle qui n'a jamais joué. Et c'est un spectacle qui est fait pour être joué à 6 interprètes, on le faisait à 2. Hein, on va le faire à combien? Sur ce jeu de relecture, il y avait un jeu, on le fait à 2, même si c'est à 6, vous allez faire tous les personnages. Puis là, finalement, il y a des enjeux de la pièce qui étaient occultés un peu par ça, donc on va le faire finalement à 4. Donc, on est chanceux que ça n'a pas joué. Non, c'est pas vrai. Oui. C'est vrai. Donc, on est chanceux de pouvoir être dans un théâtre de recherche fondamentale, puis de pouvoir être dans cette relation à découvrir une écriture de plateau, je dirais. Merci. C'est animé et c'est enflammé, comme toujours, Christian. C'est un ami, Joël Bedos de Christian, c'est Christian qui m'a un jour, je lui disais, quelle est la personne que je devrais appeler qui est à l'extérieur du Québec, avec qui peut-être on pourrait s'entendre? Il m'a dit Joël Bedos. Joël Bedos était à ce moment-là directeur du Théâtre français de Toronto. Il ne l'est plus, mais ça fait pas très longtemps. Donc, on a tissé une relation pendant 2-3 ans. On a fait des échanges. Le metteur en scène est venu, j'ai accueilli un petit spectacle, accueilli un des nôtres, Et là, on a décidé, on clôt ça, je ne sais pas si c'est une clôture, mais peut-être, avec une coproduction avec le TFT et la veillée sur le 6 d'hiver chez Melphénin, qui a déjà monté. Très beau. Donc, et vous aussi, Gilles, on se connaît moins, mais on s'est vu quand même plusieurs fois, une longue carrière, un déploiement sur toutes les scènes, vous tous d'ailleurs, sur les scènes du Québec, même à l'extérieur, Montréal, Québec, les régions. Et vous êtes 2 enseignants. Donc vous, je vous ai aussi, vous êtes 4 enseignants. Et vous posez la question, puis peut-être même ça peut rebondir avec les autres, c'est qu'est-ce que vous transmettez maintenant? Qu'est-ce que vous jugez important de transmettre aux gens qui viennent à vos sources? Je ne sais pas, c'est peut-être pas une bonne question. Sinon, tu dis non, je ne veux pas répondre à ça. Parle-nous
de solstice d'hiver, de tout ça. Mais je trouve ça, c'était une bonne question. D'accord. Alors, moi, c'est parce que je trouve qu'on est à un moment où on ne parle pas juste de nos spectacles, mais on parle de ce qui est majeur, ce qui est, moi, en tout cas, c'est des sources de questions que je me pose pour moi, comme directrice, que je me suis posée, que je vais continuer à me poser dans ma vie autrement. Et c'est pour ça que je vous les adresse, parce que je trouve que c'est des questions un peu lourdes, mais sont là, et puis on doit se poser des questions, on doit réfléchir. Et si c'est une tribune de réflexion, et le théâtre, c'est aussi une tribune de réflexion, j'espère que ça l'était pendant longtemps, que ça le demeure encore. Alors voilà, je relance la question. Messieurs? Il faut transmettre la passion, il faut transmettre la curiosité, il faut transmettre... Je pense que le rôle du professeur de théâtre, qui est plus un accompagnateur, je dirais, et de donner des forces à l'étudiant qui est devant soi, à l'acteur, l'actrice en devenir, et de leur inculquer du savoir, de l'intelligence, des connaissances, pour qu'eux puissent faire leur propre chemin dans cette aventure-là. Le texte qu'on va monter, c'est Hugo Turgeon, qui était mon étudiant au Collège de Lévis je ne me rappelle plus quelle année. Il y a au moins 97, il y a au moins une trentaine d'années, c'est pas un peu moins que ça. Donc, de voir où cet homme-là est rendu, d'abord, c'est une grande fierté, surtout qu'il te confie un objet que lui a écrit sur des moments très intimes de sa vie, que je ne connais pas beaucoup, mais qu'on a appris à connaître. Alors, pour moi, ça, c'est un aboutissement intéressant. C'est beau, merci. Joël? Ce projet, c'est un peu aussi l'histoire d'une transformation chez moi. Je suis parti à Toronto il y a 5 ans et je retourne à Ottawa actuellement parce qu'il y a un programme de conservatoire et sans Toronto, je ne pense pas que je serais retourné à l'enseignement. Je m'explique. Depuis 5 ans, à Toronto, on vit des moments très difficiles, surtout pour les francophones, mais pas uniquement les francophones. Tout le mouvement de Black Lives Matter, entre autres. Toronto m'a transformé parce que je me suis retrouvé dans ce que je pensais être une ville sage, une ville bien organisée, anglo-saxonne, très multiculturelle, mais quand même ordonnée d'une certaine façon. Puis ce que j'ai découvert, c'est une ville qui embrassait le chaos pour que les choses avancent, pour qu'il y ait un changement. Et je l'ai senti partout autour de moi. Je l'ai senti dans les rues, je l'ai senti dans les théâtres, je l'ai senti pendant la pandémie. Et en fait, je suis devenu viscéralement enragé, moi aussi, et quelque part plus que jamais politique. Et donc, auparavant, je dirais, avant mon départ à Toronto, la forme était très importante pour moi. J'ai beaucoup travaillé l'adaptation de la poésie. Je rentrais par une dramaturgie toujours, puis je dirais que le côté social, je disais, ça appartient au public d'une certaine façon, puis je ne pense plus du tout comme ça. J'ai manifesté pendant 5 ans comme j'ai jamais manifesté de ma vie, puis avant ça, je manifestais, là, parce que les causes étaient trop importantes, puis je le faisais aussi pour les générations à venir. Et donc, tu parles de la question du français en Ontario aussi, l'éducation, les universités. Est-ce que tu parles aussi de toute cette nouvelle façon de regarder, de ne pas pouvoir dire des choses dans les écoles, etc. La rectitude politique qui a pris une place ridicule dans le système scolaire aussi. Oui. Il y a ça aussi. Oui. Et donc, j'ai encore des choses à faire comme metteur en scène, c'est clair, mais je voulais aussi amener ça en salle de cours parce que je me dis, j'ai tout ce côté d'analyse, dramaturgie, la forme, tout ça, ça m'interpelle, détecter les trames et tout ça. Mais de faire ça dans un contexte où la rage a sa place. On a ouvert un programme de conservatoire à l'Université d'Ottawa et ils sont vraiment l'avenir de la pratique chez nous et ils ont besoin de maîtriser tous les éléments formels, etc. Mais ils doivent assumer cette rage-là. Et pour arriver à cette pièce, c'est que cette pièce parle de ça d'une certaine façon. C'est toutes les motivations pourquoi on devrait s'enrager. On devrait se positionner contre l'individualisme, contre le bien-être, le confort qui nous hypnotise, qui fait en sorte qu'on ne s'enrage pas, on ne manifeste pas, on pense à nos carrières, on pense à un point tel que les enfants sont devenus des objets politiques d'une certaine façon. Et tout à coup, c'est très facile de nous manipuler. Il y a quelqu'un qui arrive, qui peut nous faire progresser dans nos ambitions et nos rêves, et pouf, la droite extrême est au pouvoir.
Et tenez-vous bien, c'est une comédie. Donc, il y avait de découvrir toutes ces couches de sens dans cette œuvre-là pendant que je vivais moi-même cette transformation, parce qu'on a fait 2 laboratoires, il y a eu des heures d'échange. C'est devenu un projet essentiel pour moi. C'est l'aboutissement d'un changement chez moi. Ben, je suis très contente de t'entendre. Je suis contente, ça me donne... Ça nourrit vraiment. C'est comme, on sait que ça va être un grand défi de créer une pièce dans 2 villes avec des acteurs qui viennent d'ailleurs et puis des équipes de concepteurs qui ne sont pas les mêmes, qui ne se connaissent pas, qui vont faire la connaissance à travers une œuvre. Puis aussi financièrement, quoi, c'est gros, hein, c'est comme... Mais on s'amuse! On s'amuse! Oui, mais c'est un défi, je l'ai dit à toute l'équipe, c'est comme l'équipe du Prospero va être tellement engagée cette année dans toutes ces créations, mais c'est des projets fantastiques. Merci beaucoup. Merci. C'est une belle saison, hein? Je vous l'avais dit, c'est une belle saison. Merde, c'est une belle saison. Et maintenant, j'ai une belle nouvelle aussi à vous annoncer, mais que vous connaissez, mais c'est plus, je voulais surtout dire, c'est un beau moment. C'est le moment de vous présenter. J'ai pas de discours pour ça, mais je l'ai dit à Philippe, je sais pas, j'ai pas envie d'écrire un discours. Non, je vais juste te présenter simplement. C'est la personne qui va s'occuper des prochaines destinées de l'aventure du Prospero. Et je sais pas, je peux juste vous dire quelque chose, c'est que moi, je suis en train de basculer, hein, je suis en train de faire une rentrée dans un autre moment de la vie. Puis on a commencé donc à travailler un peu ensemble parce qu'il est en poste depuis le début du mois d'août. Et ça se passe bien. J'ai l'impression que ça serait passé bien peut-être avec une autre personne. Là, je le vis avec cette personne. Et ça, je me sens à l'aise, je me sens respectée, je me sens aimée. Ce théâtre, je sens qu'il est aimé par lui. Et je vous le présente, c'est Philippe Cyr. Bonjour Philippe. Merci Carmen pour cette présentation. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. C'est un moment très particulier pour Carmen et pour moi. J'aimerais ça féliciter Carmen et tous les artistes pour cette saison fabuleuse. C'est une saison que je trouve franche, engagée à tous les points de vue et je trouve que c'est important de le souligner. Je vais profiter de votre présence pour vous dire que mes premiers jours ici, ça m'a permis de constater le travail colossal que Carmen et son équipe ont mené au courant des dernières années. Ils ont fait grandir le Prospero avec courage et affirmation, défendant becs et ongles une mission qui parfois peut paraître marginale, mais qui pourtant est absolument essentielle. L'altérité, l'essai, la relève, c'est 3 idées dont il est absolument impossible de faire abstraction dans la pratique des arts vivants et qui sont au centre des choix de ce lieu-ci. Évidemment, ça prend plus que 3 idées pour mener un théâtre. Et il y en a une qui traverse particulièrement les murs ces temps-ci, et c'est l'idée de la transmission. Alors, je tiens à saluer la réflexion qu'ont menée Carmen, Théo, Pierre et Gabriel sur le futur du théâtre Prospero. Ils ont choisi de mettre les choses en place pour céder leurs acquis sans exiger la poursuite du travail qu'ils ont défendu depuis maintenant plusieurs années. Et puis il y a dans ce geste une grande liberté, une grande indépendance d'esprit, puis un profond respect pour le travail des artistes, mais par-dessus tout une croyance fondamentale en l'art. C'est très particulier pour moi de me retrouver ici parce que c'est ici que j'ai commencé mon travail de mise en scène. Sans l'espace de confiance dont j'ai profité ici, je ne serais probablement pas metteur en scène. Alors, ce début de parcours-là est si fondamental pour moi que je porterai une attention toujours vraiment particulière au développement des artistes puis au développement de la pratique. J'arrive ici comme on est accueilli dans une famille, pas dans une entreprise, pas dans une institution, mais vraiment comme dans une famille avec toute sa convivialité et son histoire. Ce théâtre-là, ici, on l'appelle la maison. Puis c'est formidable parce qu'on ne m'a pas juste confié les clés,
on m'a aussi confié le marteau. Et il va pouvoir servir pour construire, mais aussi pour défoncer certains murs, particulièrement ceux qui s'érigent si facilement entre nous ces temps-ci. Ça nous permettra de faire de la place pour vous accueillir en grand nombre, parce que c'est avec palpitation qu'on attend le public après une vraiment trop longue pause. C'est avec une impatience qu'on attend que les artistes fassent vibrer ces murs-ci. Et c'est aussi avec une curiosité particulièrement débordante que j'attends vos projets de création. Surveillez l'appel à projet parce que surveillez l'appel à projet qu'on va lancer bientôt parce que la saison 22-23 est absolument vierge et c'est très bien comme ça. J'attends donc vos projets ambitieux, radicaux, transgressifs et je souhaite lire des paroles fortes mais aussi des propositions formelles étonnantes. Que votre projet prenne naissance à partir d'un texte ou pas, vos projets sont les bienvenus. Alors, je vous souhaite une saison théâtrale des plus enivrantes, mais avant, j'aimerais convier à prendre la parole l'honorable Stephen Guilbeault, le ministre du Patrimoine canadien et député fédéral de Laurier-Sainte-Marie. Monsieur Guilbeault, venez me rejoindre. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Carmen. Bonsoir. Je serai très bref. En fait, si je suis ici, c'est d'abord et avant tout pour vous dire merci. Parce que quand on n'avait plus rien, quand on était chez nous, qu'on ne pouvait à peu près plus sortir, tout ce qui nous restait, c'était les arts et la culture. Et je pense qu'on a compris, pour ceux et celles qui ne l'avaient pas encore fait, à quel point c'était important. C'est pourquoi je pense que ce serait un euphémisme de dire que peu de gens m'attendaient au ministère du Patrimoine. Mais ça a été, sur une note plus personnelle, un honneur et un privilège que de vous servir pendant ces derniers mois. Et j'ai fait, avec mon équipe, tout ce qu'on a pu pour vous appuyer et vous épauler pendant ces moments très difficiles. Et je sais qu'il y en a qui voudraient qu'on laisse tomber toutes les mesures qui sont encore en place pour supporter les artistes, par exemple, en disant qu'il manque de main-d'œuvre. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Carmen, on a encore plein de gens bêtes et je pense qu'il faut continuer d'être là pour vous appuyer comme vous nous avez appuyés pendant ces moments très difficiles. Alors, bravo, Carmen. Bien, écoute, j'en profite, M. Guilbeault, je vais dire un autre nom, Stephen, mais M. Guilbeault. Je m'en vais de la direction, M. Stephen, merci, parce que l'aide du fédéral, tout le monde le sait, ça a été super important pour les compagnies, pour les individus, pour les structures. S'il n'y avait pas eu cette aide-là, je ne sais pas où on se serait ramassé après une année. Donc, toute cette aide salariale et tout ça, ça a maintenu les structures théâtrales, c'était vraiment important. Ça a été beaucoup de travail de remplir tout votre formulaire. J'en parlerai pas parce qu'il y a une Suzanne ici et moi, on n'arrêtait pas de faire des chiffres et tout ça, mais c'était vraiment essentiel, donc merci. Puis c'est vrai que les mesures, il y a ce maudit passeport qui s'en vient, qu'il va falloir, bon c'est bien, c'est une porte, mais ça peut aussi freiner les publics pour venir parce qu'ils ne savent pas comment ça va être mis en place. Donc on a besoin encore de soutien et c'est un appel que je fais aussi à tous et aux spectateurs. Il faut pas se rater cette année. Il faut faire les rendez-vous, il faut se rencontrer. Ça fait 1 an qu'on ne fait pas ça, qu'on a été obligé de remettre de On est prêt, on a des œuvres à partager. Il faut qu'on trouve le moyen. Nous, on va traverser cette période, on ne sait pas comment on va vous accueillir avec les passeports. Est-ce que vous en savez plus que moi? C'était une blague un peu, parce que je sais que personne ne sait grand-chose. Mais il faut faire ce geste. Et puis, vous savez que on a un projet de rénovation de notre théâtre. Je lâche pas, hein. C'est comme... C'est noté. C'est noté. Mais il est déjà sur les bureaux quelque part. Il faut aller les déterrer puis dire hey, faut soulever, mettre ça parce que là, on est un peu en retard, puis c'est un peu de ma faute, mais c'est pas juste de ma faute. Mais on est un peu en retard, puis le théâtre a vraiment besoin d'être rénové là, parce que là, on fouille dans nos trucs, on va retrouver les vieux plans. Pierre Mainville va rechercher les plans de construction parce qu'il y a un problème. Puis là, c'est pas ça fait 25 ans. Donc là, il faut vraiment que ce projet-là se remette en place. Puis on va aller voir M. Guilbeault avec Philippe. Et puis on va remettre ce théâtre sur ses rails parce qu'il est beau, il est fort. Il vaut la peine qu'on mette ces investissements. Je sais que vous allez être là. Avec grand plaisir.
reste une chose importante à faire. Faut que je me tienne ici. Philippe m'a dit c'est mieux dans le coin. C'est comme tu veux maintenant. Hein? Tu peux Ah oui? OK. Alors, il va y avoir aussi, c'est vrai, Michel, on n'a pas parlé de la veillée hors les murs. Allons vitement là-dessus. C'est qu'il y a une tournée internationale de Nous, l'Europe, banquet des peuples, un texte de Laurent Godet qui a été mis en scène par Roland Ozet et puis auquel a participé Emmanuel Schwartz et moi aussi à titre de conseillère artistique et qui a été joué pendant Avignon. Puis toute la tournée de ce spectacle a été repoussée à cause de la COVID. Donc, ça recommence pendant quelques mois. Hors les murs, Solstice d'hiver va être joué au Canadian Stage of Toronto et l'Agora de la danse va présenter, on va co-produire Cabaret Noir. Donc ça, c'est nos sorties hors du théâtre. J'aimerais donc, avant de terminer la rencontre, prendre un moment pour remercier les équipes du Théâtre Prospero qui se remettent en mode d'ouverture du théâtre. Les programmations choisies, c'est fait, c'est correct, mais après ça, il faut des gens pour que tout puisse se réaliser. Je pense à qui? Je pense à Suzanne Saint-Denis et Liliane Paquin à l'administration et aussi à leur soutien constant et généreux dans mes tâches de direction générale. Ça, c'est important de le souligner. Je pense aussi à Pierre Mainville, je ne sais pas s'il est là, il était tellement fatigué hier, pauvre Pierre, il y avait tous les problèmes techniques parce qu'il y en a dans tout ça. Problème avec Michel Saint-Amand et notre nouvelle venue, Catherine Comon, à la direction de production. Merci d'être là. Je pense à l'équipe de billetterie, Philippe Dandonneau et Marie-Ève Bourque et les équipes d'accueil. Merci. Je pense aussi à Francine Arsenault, aux communications, directrice des communications, assistée de Stéphanie Augerois. Merci de votre collaboration. J'espère, et toutes les équipes, j'espère que je n'ai rien oublié. J'espère. Merci. Un dernier merci encore, un merci, c'est beau, il faut faire les merci. À nos partenaires, Philagora, Fondation Bombardier, Le Fil, à notre partenaire de production Hydro-Québec, le seul qui ne nous a pas lâchés parce qu'on a eu des personnes qui nous ont abandonnés en cours de route, qui étaient des partenaires de production, puis vous savez, chaque 20 000 $ qu'on perd, mon Dieu, il faut aller le trouver ailleurs, c'est incroyable. Les enjeux, M. Guilbeault, de levée de fonds de nos théâtres, on pourra en discuter aussi. C'est un beau sujet, mais on a la Fondation Bombardier. On a la Fondation Jaristovski qui appuie vraiment parce qu'à cause de cette mission de partage du théâtre, c'est des fondations qui sont avec nous. Sans eux, je ne sais pas ce qu'on ferait. Je remercie aussi tous les subventionneurs, le CALC, le CAM, Patrimoine canadien. Et merci à tous, vous ici, artistes de la saison. Message au public, oui, il faut trouver le moyen de se rencontrer avec le passeport, il faut passer par-dessus. Les billets sont en vente à partir du 1er septembre pour les abonnés. Vous avez donc quelques jours pour aller visiter le site Internet, nouveau, très beau, et de vous faire une idée. Et puis, on vend des abonnements, et puis les billets seront en vente ensuite le 8 septembre pour tout. Et à la fin, j'ai marqué un gros ici, photo, rappelle les artistes de rester dans la salle. On va essayer de faire une photo sans masque, un peu distancié. Je ne sais pas comment on va y arriver. Philippe, tu vas essayer de voir comment on fait. On va y arriver. Et puis surtout à vous, c'est une belle soirée. J'ai l'impression que, je ne sais pas, je suis réveillée. Je sais pas, ça m'a pris du temps. Je ne sais pas. Merci, je vous embrasse beaucoup. Merci. On aura de temps pour se faire d'autres bonjours. Merci pour cette journée. Merci pour ce lancement. Et puis, bonne saison. Au revoir.